Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Sécurité, immigration, baisse des dépenses publiques, les priorités du gouvernement Bayrou penchent à droite. D'ailleurs, les sénateurs à majorité de droite ont voté le budget 2025 cette semaine en avalisant les coupes budgétaires dans le sport, la culture, l'écologie. Aux États-Unis, Donald Trump a promis de s'en prendre aussi aux dépenses qu'il juge inutiles et ça donne des idées à certains en France. Invité de l'entretien de Dimanche en politique, Éric Ciotti, bonjour. Vous êtes président de l'UDR, le parti que vous avez créé il y a quelques mois, et député des Alpes-Maritimes. Vous voulez tronçonner 600 milliards d'euros de dépenses inutiles en 5 ans. On va y revenir. Jour après jour, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, égrène ses mesures sur l'immigration en France. Dernière en date, une nouvelle circulaire envoyée au préfet qui durcit les conditions de régularisation des immigrés sans papier. Ils devront prouver qu'ils sont en France depuis au moins 7 ans au lieu de 5 actuellement, qu'ils ont un contrat de travail et maîtrisent la langue française. Là, c'est en résumé parce que la directive, la circulaire, elle fait des pages et des pages. Éric Ciotti, pour vous, est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que vous attendiez autre chose, plus ? Oui, ça va dans le bon sens, naturellement. Faire en sorte que ceux qui ont un titre de séjour légal respectent mieux les lois de la République et que nous vérifions qu'ils soient capables de s'intégrer aux principes de la République va bien sûr dans le bon sens. C'est presque une évidence. Le compte y est pour vous. C'est parce presque une évidence. Rassemblement national, ils estiment que c'est juste rajouter 2 ans de plus. Mais ce n'est qu'un élément. Ce n'est qu'un élément dans une politique migratoire qui, elle, fait cruellement défaut. Qu'est-ce que vous attendez comme mesure ? Il n'y a rien sur l'arrêt de la délivrance des titres légaux. Je vous rappelle que si on ajoute les demandeurs d'asile et les titres de séjour qui sont octroyés aux étrangers qui veulent venir en France, on octroie plus de 500 000 titres par an. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, 3 700 000 étrangers ont bénéficié légalement d'un titre pour arriver en France, qu'ils soient demandeurs d'asile ou étudiants ou au titre du regroupement familial. Donc vous voulez aussi revoir ça à la baisse ? Bien sûr, il faut limiter drastiquement les flux d'entrée. Toutes les sources d'immigration. Sans cela, on n'y arrivera pas. Y compris les étudiants, donc. Bien sûr, il y a aujourd'hui 200 000 titres quasiment plus de 100 000, sur les étudiants. Le nombre de ces titres a doublé par rapport à la présidence Sarkozy. En 10 ans, il y a le double d'étudiants étrangers. Je ne suis pas certain que ça soit lié à la qualité de notre système universitaire. Ce sont chaque fois des biais pour arriver en France et pour s'y maintenir. Il faut des quotas, si j'entends bien. Donc il faut des étudiants, bien sûr qu'il faut continuer. Il faut des quotas. Il faut des limites et il faut que nous ayons des filières, oui, des quotas naturellement, des plafonds migratoires. Nous les avions proposés d'ailleurs dans une loi avec Bruno Retailleau. C'est cela qu'il faut faire. Il faut limiter drastiquement vous êtes en train les de sources dire d'entrée. Que Bruno Retailleau, qui était avec vous dans le même parti, ou vous étiez plutôt dans le même parti que lui, a fait marche arrière par rapport à ses propositions d'avant ? En tout cas, les propositions les plus fortes que nous demandions, les quotas migratoires notamment, qui étaient le cœur de notre proposition. Limiter l'immigration familiale, c'est aujourd'hui plus de 100 000 titres. Ça n'y est pas. Limiter l'immigration étudiante, qui est source de détournement. Limiter les abus du droit d'asile, qui est devenu la porte d'entrée légale à l'immigration illégale, ça n'y est pas. Donc Bruno Retailleau a fait marche arrière. Et puis de l'autre côté, Bruno Retailleau a fait marche arrière. En tout cas, il n'a pas les moyens de sa politique. Vous savez, vous voulez pas le critiquer, mais il a fait marche arrière quand même. Quand j'ai rencontré, il est dans un contexte où aujourd'hui il est allié avec le Parti socialiste. Il est allié avec les macronistes que nous combattions ensemble et il est désormais allié avec le Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils ne veulent pas bouger sur l'immigration. Quand j'ai été reçu par le Premier ministre, il m'a fait part de sa volonté de ne quasiment rien toucher sur l'immigration. Encore pire avec M. Lombard. Donc, je vous donne un exemple. Comprenons juste, ça veut dire que pour vous, Bruno Retailleau est l'otage du gouvernement. Il est dans un contexte qui est lié aux élections législatives, cette alliance contre nature. Il aurait pu porter une alliance des droites, comme je l'ai fait. Là aurait été le courage. Il a préféré, comme d'autres, malheureusement, je le déplore, mais c'est leur choix, et ce choix, pour moi, est une impasse, s'allier avec les macronistes, pire, s'allier avec certains du nouveau Front populaire, et cela va conduire à quoi ? Au mieux, à l'immobilisme, et au pire, à l'adoption de mesures dangereuses. Vous savez, j'ai posé la question quand je suis allé voir le ministre de l'économie. Je lui ai dit, il y a une source d'économie puissante, c'est de réduire le versement des allocations familiales et des allocations logement aux étrangers. Ils arrivent en France, vous savez, dès le premier jour,
on verse des allocations familiales. Moi, j'avais proposé, d'ailleurs, à l'époque, c'était une proposition des Républicains. Donc de Bruno Retailleau aussi. De Bruno Retailleau aussi. Il faut 5 ans. Si on verse les allocations familiales et les APL pour le logement uniquement au bout de 5 ans, c'est déjà fait pour le RSA depuis des années. On économiserait, on en est compte, 7 milliards d'euros par an. Là où on va imposer les Français, avec un budget qui est un mauvais budget, on va sans doute en reparler, qui ne fait qu'additionner des impôts et des taxes, là on a une vraie source d'économie. Très simplement, Bruno Retailleau... Vous savez ce que m'a répondu le ministre de l'économie ? Nous ne le ferons pas, c'est idéologique. Eh bien, voilà. Juste Bruno Retailleau, aujourd'hui, pour vous, ce gouvernement, il est prisonnier de cette idéologie. Enfin, surtout Bruno Retailleau qui est prisonnier de ça. Mais d'autres aussi. D'autres aussi. En tout cas, les mots résonnent à mes oreilles, mais les actes ne sont pas là. Cette semaine, vous avez organisé un grand forum des libertés de votre parti, l'UDR, où trônait une tronçonneuse. Partout dans le monde, mes chers amis, nous le voyons, on souffle un vent de liberté, de l'Italie jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Argentine. Des gouvernements démontrent que la volonté d'alléger l'État, la technocratie, la bureaucratie, constitue un chemin. Sous Javier Milei en Argentine, nous avons assisté à une réduction de 30% des dépenses publiques, à une division par 2 du nombre de ministères, et avec un résultat quasi instantané. Alors la tronçonneuse qu'on a aperçue tout à l'heure, c'était là, sur la table à côté de vous, c'est le président argentin Javier Milei qui l'a popularisé pour illustrer les coupes budgétaires qu'il voulait faire et qu'il a faites d'ailleurs en Argentine. Vous assumez à 100% l'importation d'un modèle étranger comme ça ? C'est pas un modèle étranger, c'est le volontarisme politique. Moi, je crois à la nécessité de rétablir la force du politique. Notre pays est engagé dans un grand déclassement. Nous sommes passés du 7e rang mondial il y a 10 ans au 27e aujourd'hui en matière de richesse par habitant. Nous sommes asphyxiés par une dette de près de 3 400 milliards d'euros. Monsieur Macron a généré 1 200 milliards d'euros de dette depuis son élection. Nous avons un déficit public de 180 milliards. Nous avons des taux d'intérêt pour payer la dette plus élevés que la Grèce. Justement, ça ne peut pas durer. Donc à un moment, il faut réformer tout ce qui bloque le pays, des économies et favoriser la croissance. Et ça, c'est la volonté que je souligne. Pour l'instant, c'est le budget 2025. Et les sénateurs ont voté cette semaine déjà des milliards d'économies en plus que ce que préconisait le gouvernement. Mais des milliards d'impôts aussi. D'impôts, peut-être, mais on va y revenir. Mais ils maintiennent la suppression des 4000 postes enseignants, les coupes dans les chèques énergie, sur le bonus des voitures électriques. Bref, tout ça va dépendre maintenant de la commission mixte paritaire qui va se réunir cette semaine entre députés et sénateurs pour voir s'il y a un accord. Souhaitez-vous qu'il y ait un accord sur ces bases à la commission mixte paritaire ? Moi, le texte tel qu'il sort aujourd'hui marque quelques progrès par rapport à celui du précédent gouvernement où il y avait 40 milliards d'euros d'impôts. C'est un progrès, mais le compte n'y est pas pour vous encore. C'est pour cela que je l'ai censuré, personnellement, avec mon groupe et avec l'intergroupe du Rassemblement national. Nous ne voulons pas que les Français payent l'addition de l'inconséquence de certains. On ne voulait pas que les retraites soient désindexées. On ne voulait pas la hausse de l'électricité au 1er février. C'est des points qu'on a obtenus et qui ne seront plus sur la table aujourd'hui. Donc les Français ont eu ce gain. À l'heure qu'il est, est-ce que vous pensez que le texte sorti du Sénat est le bon et que la commission... Non, il n'est pas le bon parce qu'il reste des milliards d'euros d'impôts, notamment pour les entreprises. Il y a 8 milliards d'impôts sur les sociétés en plus pour les entreprises. Vous savez, nous sommes le pays au monde où l'on paie le plus d'impôts. Nous détenons le record du monde des impôts. Et on va encore rajouter des impôts. C'est pour ça que nous sommes engagés dans une autre logique, celle de dire qu'il faut diminuer chaque année de 120 milliards d'euros les dépenses publiques en réduisant les organismes qui ne servent à rien, comme le Conseil économique et social, comme le CESE, comme l'ARCOM, comme l'OFB. Il faut réformer les collectivités locales, plus que 2 collectivités, la commune, la province, et il faut supprimer 100 000 normes sur les 400 000 qui existent aujourd'hui. Si on fait cela, on aura 4 points de croissance en plus, ça, j'entends, et on aura mais ça, c'est votre programme. De vraies recettes. C'est votre programme. Mais aujourd'hui... C'est pas ce qui est dans le budget. C'est pas ce qu'il y a dans le budget. Donc, si le budget c'était ça, vous voteriez contre ?
je voterai contre ce budget. J'ai toujours dit que je voterai contre les budgets qui prévoiraient une augmentation d'impôts. Est-ce que vous iriez jusqu'à censurer le gouvernement s'il le fallait ? Il faut enfin changer de logique. Nous sommes gouvernés par des politiciens qui sont simplement dans le calcul, dans la tambouille politicienne. Il faut prendre de la hauteur. Il faut enfin réformer notre pays. Autrement, nous allons même plus disparaître. On n'est plus dans le concert des grandes nations. On ne pèse plus en Europe. On est marginalisé. On va être même plus dans le concert des nations moyennes. Juste pour vous situer. On décroche et Éric c'est Ciotti, très grave. Juste pour vous situer, vous dites donc, dans l'état actuel des choses, il est hors de question de voter un tel budget. Si le gouvernement passe par le 49.3, donc ça veut dire éventuellement motion de censure, est-ce que vous votez une motion de censure ? Nous verrons bien le contenu du texte s'il sort de la commission mixte paritaire. Mais s'il y avait 49.3 et motion de censure, vous votez motion de censure. J'ai encore espoir qu'il y ait un regain d'intelligence en disant n'augmentons pas les prélèvements obligatoires qui sont déjà les plus élevés. Vous disiez tout à l'heure, nous avons censuré Michel Barnier. Est-ce que vous pourriez faire la même chose avec François Bayrou ? Bien entendu, nous avons censuré, et la censure, elle a eu un effet, contrairement aux Cassandre qui annonçaient qu'il n'y aurait plus de carte vitale. Les Français ont mesuré qu'il y a toujours de carte vitale. Par contre, les retraités ont vu que dès le 1er janvier, leur retraite, elle a été indexée sur l'inflation. C'est justice pour tous ceux qui ont travaillé toute une vie et auxquels on venait faire les poches. Et puis, ils verront le 1er février, c'est samedi prochain, que l'électricité va baisser de 15%. Ce sont les deux conséquences. Donc la censure a été une bonne affaire à vos yeux ? Les deux conséquences de la censure. Oui, pour moi, la censure, c'était un bouclier fiscal et libéral pour protéger aussi et les ménages et les entreprises. On a besoin d'aider les entreprises, et l'UDR se veut le parti qui soutient les entrepreneurs. On va accueillir maintenant Sophie Dravinel, journaliste politique, pour sa carte blanche. Bonjour Sophie. Bonjour Francis, bonjour Monsieur Ciotti. Bruno Retailleau parlait de l'UDR, son parti, justement. Alors justement, depuis jusqu'en septembre dernier, donc avant de créer votre parti l'UDR, vous étiez à la tête des Républicains. Depuis, le parti n'a toujours pas de direction stable. Est-ce que vous diriez qu'il a encore un avenir ? Je crois que l'alliance qui a été passée avec les macronistes et désormais avec les socialistes, compromet l'avenir des Républicains. Je le déplore. Moi, je suis ancré dans la famille gaulliste. J'ai voulu appeler mon parti l'UDR, c'était le parti du général de Gaulle. Donc, je n'ai pas changé. Ce sont ceux qui ont préféré une alliance avec le nouveau Front populaire. Rendez-vous compte, il y a des LR qui ont passé une alliance au second tour des législatives avec le nouveau Front populaire. C'est ça qui a installé cette instabilité, qui nous a fait revenir à la 4e République. Donc l'avenir, il est, et j'en suis profondément convaincu, on le voit partout dans le monde et dans beaucoup de pays d'Europe, il est dans une alliance à droite. C'est pour cela que nous avons cette alliance. Justement, je vais vous faire parler de Bruno Retailleau, qui est quand même l'homme fort des Républicains. Il y a une différence stratégique, en effet, entre vous, parce que vous voulez l'union des droites, et lui veut attirer les droites nationalistes à lui. Mais tout de même, vous êtes sur une même ligne politique, sur le fond, lui. Il faut savoir qui est incohérent ou qui est cohérent. Oui, mais sur la ligne politique. Est-ce qu'il est cohérent d'être soumis, on en parlait à l'instant, sur l'immigration, au diktat du Parti socialiste, qui lui-même est partie prenante d'une alliance vous êtes quand même avec sur la le même nouveau ligne Front politique que lui. Mais vous savez, ce qui compte, ce sont les actes. Oui. Nous verrons s'il y a une grande loi immigration qui supprime les prestations sociales pendant 5 ans pour les étrangers. Et alors quand même, tout de même, pour la présidentielle de 2027. Si les accords de 1968 avec l'Algérie, qui est un État voyou, qui, selon les termes mêmes de M. Retailleau, humilie la France. Mais bien sûr que je suis d'accord sur le constat. Et donc vous pourriez voter pour lui en 2027 pour la présidentielle, si jamais il se présentait, les Français en ont Ciotti. soupé du constat. Je sais. Ce qu'ils veulent, ce sont des actes. Vous disiez ? Alors quand même, vous voteriez pour lui pour 2027 s'il se présentait, vous ne seriez pas opposé. Il faut que M. Retailleau nous dise s'il est candidat. Oui, mais s'il l'était. Il faut qu'il le dise à M. Wauquiez. C'est tout ça. C'est compliqué. Fait partie de ce... Malheureusement, je crois que cette alliance, et je le redis avec regret, elle va entraîner les Républicains par le fond, parce qu'il manque cette cohérence. Donc ils vont disparaître, en clair. On ne peut pas gouverner avec les macronistes qui ont mis la France dans cet état, et on ne peut pas passer à l'autre étape avec M. Bayrou, qui, je vous le rappelle quand même, a été l'artisan de l'élection de François Hollande. Alors, dernière question, si vous m'autorisez, à propos d'élections, M. Ciotti,
c'est de la cohérence. À propos d'élections, selon nos confrères de Libération, lors des dernières législatives, votre parti, l'UDR, au mois de juin dernier en tout cas, a été soutenu par un groupe qui s'appelle Progressif Média, qui appartient à la sphère de Vincent Bolloré. Est-ce que vous le confirmez ? Ce n'est pas un groupe de soutien, c'est une agence de communication qui appartient qui a été utilisée, qui a été le prestataire de certains de nos candidats, qui ont inscrit ces prestations dans leur compte de campagne. Voilà. Et qui est proche de Vincent Bolloré, qui appartient au groupe de Vincent Bolloré. Tout ça, c'est la polémique de Libération. C'est un souci de dire que ça appartient au groupe de M. Bolloré ou... Ça n'appartient pas à Vincent Bolloré. Je ne sais même pas si son groupe est actionnaire ou pas. Nous avons travaillé avec des professionnels de la communication qui ont fait de très bonnes prestations. Et vous pourriez travailler avec eux au municipal ? Pour nos candidats. Nous pourrions travailler bien sûr avec eux au municipal, mais là n'est pas l'enjeu. Vincent Bolloré, c'est un grand chef d'entreprise extraordinairement courageux qui a réussi partout où il est passé. Ça gêne les médiocres de gauche qui avaient l'habitude du monopole de la pensée. Eh bien, ça change. Sophie. Merci, une monsieur dernière question, c'est peut-être une mesure qui va vous faire plaisir, parce que les sénateurs ont supprimé les avantages qu'ont les anciens premiers ministres ou les anciens présidents de la République. Vous savez, les voitures de fonction, ou le secrétariat particulier, ou bien les officiers de sécurité pendant des années, une fois qu'ils ont quitté leur fonction. Vous soutenez ce genre de coupe ? Sincèrement, je trouve que c'est un peu démagogique. Je le dis. Un ancien président de la République, un ancien Premier ministre, il a droit à des dispositifs de sécurité essentiellement. C'est l'essentiel de ces mesures. On va enlever ces dispositifs de sécurité ? Personnellement, je crois qu'il y a d'autres économies à faire, beaucoup plus conséquentes. On parle de quelques centaines de milliers d'euros. Pourquoi pas ? 2 à 3 millions. Pourquoi pas ? Mais pour vous, l'essentiel du coût de ces dispositifs, ce sont les officiers de sécurité. Qui aura la volonté de dire il n'y a pas de risque sur un ancien président de la République, sur Nicolas Sarkozy, sur François Hollande, il n'y a pas de risque sécuritaire. Tous les États dignes de ce nom protègent leurs dirigeants. Merci Éric Ciotti d'être venu dans Dimanche en politique, que vous pouvez retrouver sur la plateforme ou l'application France Info. Tout de suite, Dimanche en politique se poursuit. Dimanche en politique, suite au chapitre des économies, la transition écologique paie le prix cher. Les aides pour les voitures électriques, pour les économies d'énergie, pour le bio, tous ces crédits ont été revus à la baisse. Est-ce le prix à payer pour que le budget 2025 soit voté ? À droite, pas de problème, mais le gouvernement risque d'avoir un problème à gauche. Invité de Dimanche en politique, Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Vous êtes ministre de la transition écologique, alors je lis parce qu'il y a plein de choses. De la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. On va parler beaucoup de tout ça, mais on va parler aussi de la tempête Eowyn en Irlande et en Écosse. Et maintenant, voici Herminia qui arrive sur la France. 10 départements sont en vigilance orange contre des vents violents. Le Finistère, les Côtes-d'Armor, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, entre autres. Et dans l'Ouest, les rivières ont débordé. Des maisons noyées sous les eaux, délaissées par leurs propriétaires. À Béton, petite commune au nord de Rennes, les vents violents et les précipitations exceptionnelles de la tempête Eowyn ont surpris les habitants. Les dégâts, ça va être les murs qui vont être trempés, quoi. Après, on va voir au niveau des assurances comment ça marche. Les épisodes de pluie se succèdent sur l'ouest de la France. La Bretagne est frappée depuis le début de l'année par des pluies torrentielles. De nombreux cours d'eau ont débordé. Ce dimanche, la tempête Herminia commence à souffler sur la façade atlantique. Si les vents violents n'ont rien d'exceptionnel en période hivernale, les météorologues s'inquiètent de la multiplication de ces épisodes pluvieux. Effectivement, le moindre rapport d'une perturbation qui donne des cumuls de pluie, parfois entre 30 et 50 mm, qui viennent s'ajouter à toutes ces précipitations déjà tombées au cours de ces précédents jours, eh bien évidemment, cela va provoquer des débordements et des inondations. Les rafales de la tempête Herminia pourraient atteindre les 130 km/h. Les intempéries devraient se poursuivre jusqu'à demain. Agnès Pannier-Runacher, des intempéries qui à chaque fois font des dégâts. On se souvient, l'hiver dernier, c'était dans les Hauts-de-France. Vous y étiez, vous êtes élu des Hauts-de-France. Et chaque fois, l'État décrète l'état de catastrophe naturelle. Mais il y a toujours le problème des assurances. Les élus des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, on s'en souvient, rappelaient toujours les assureurs à leur devoir de rembourser, de prendre en charge les dossiers très rapidement. Est-ce qu'il y a un problème avec les assurances ? D'abord, il faut poser le problème. Nous vivons dans un état d'urgence climatique qui est devenu quasi permanent. Pour vous donner une idée, l'année dernière, mes équipes qui suivent ces sujets-là ont été en gestion de crise 1 jour sur 4. Ça veut dire qu'1 jour sur 4, elles étaient sur le pont, 24 heures sur 24, pour suivre l'avancée, ici d'un fleuve qui montait, là
d'une inondation qui était réelle, dans un autre endroit une évacuation. C'est ça la réalité du dérèglement climatique. Ça d'accord. Maintenant pour les assurances. Est-ce qu'il y a un problème avec les assurances ? Oui, il y a un problème avec les assurances pour une raison très simple. C'est que comme les dégâts sont passés de quelques dizaines ou millions d'euros par an à quelques milliards d'euros, nous sommes aujourd'hui dans une situation où il faut trouver d'autres modèles assurantiels, parce que sinon, et c'est ce qui est arrivé sur mon territoire, vous avez des assureurs qui refusent d'assurer, ou vous avez des assureurs qui proposent des primes d'assurance qui sont à des niveaux absolument insoutenables, ou qui posent des franchises qui sont beaucoup trop élevées. Effectivement, on voit bien ce que vous voulez dire, mais là, pour les gens qui ont les pieds dans l'eau, est-ce que vous donnez des consignes aux assurances pour qu'elles agissent très vite ? Oui, alors, d'abord, on n'a pas attendu de constater ce que vous mentionnez pour agir. Nous avons, à Bercy, et moi je les mets au travail à chaque fois que c'est possible, ou qu'on est interpellé, un bureau qui assure qu'il n'y ait pas de personnes non assurées. On est encore intervenu. Non assurées, c'est une chose, mais prise en charge après les inondations. Je vais jusqu'au bout. Donc d'abord, s'assurer que chaque Français, chaque collectivité locale ait une assurance quand ils ont un refus d'assurance. Ça, nous le faisons, je le porte au sein du gouvernement. Deuxième chose, réparer les dégâts. Pour réparer les dégâts, c'est l'état de catastrophe naturelle qui permet de venir en soutien d'un certain nombre de Français lorsque la maison a des dégâts, et des collectivités locales, les routes, etc. Ce sont des budgets de plus en plus conséquents. Et puis la troisième chose, c'est prévenir les dégâts. Il ne faut pas rester les bras croisés. Et moi, je ne veux pas rester les bras croisés. C'est le plan national d'adaptation au changement climatique que je porte. C'est rehausser ici les digues, là, faire des zones d'expansion de crues qui évitent que l'eau aille dans les maisons. Excusez-moi de revenir aux assurances. Les gens qui ont les pieds dans l'eau, qui vous regardent, là, ils se disent, est-ce que je vais vraiment être pris en compte par les assurances ? Je vous rappelle qu'il y a eu des retards dans les assurances. Je viens de vous répondre. C'est-à-dire que, nous faisons en sorte que les assureurs payent les dégâts conformément au contrat. Et dans un temps limité. Et nous faisons aussi en sorte d'aller plus loin. Je vous donne un cas dans le Pas-de-Calais. Des maisons qui ont été inondées et dans des zones qui sont devenues malheureusement quasi inhabitables parce que ces inondations vont se répéter dans les années qui viennent compte tenu du dérèglement climatique. Et bien là, ce que fait le Fonds Barnier, c'est un dispositif que je porte, c'est de permettre à la personne d'acheter une nouvelle maison et nous leur payons la nouvelle maison de façon à quitter une maison qui n'est malheureusement plus utilisable. Vous êtes ministre de la Transition écologique et quand on parle de transition écologique, votre ministère, les enjeux sont énormes. Ça touche à tous les chantiers, j'allais dire, notamment pour les agriculteurs et les pêcheurs. Il y a des comportements des agents OFB qui sont intolérables vis-à-vis des agriculteurs. Je suis désolé de l'expression, mais ils se prennent vraiment pour des cow-boys, certains dans les cours de ferme. Locaux détruits et incendiés, voitures sabotées, menaces à répétition. Depuis des mois maintenant, voilà le quotidien des agents de l'Office français de la biodiversité. Les propos d'un agent de l'OFB qui a osé assimiler les agriculteurs à des dealers ont suscité non seulement la colère de tout le monde agricole, mais un véritable dégoût. Ce sont des agents publics qui exercent une mission de police. Nous avons adressé une circulaire pour appeler justement à une meilleure compréhension mutuelle des agriculteurs et des agents chargés de la biodiversité. Pour la deuxième année consécutive, la pêche est interdite pendant un mois dans le golfe de Gascogne pour certains bateaux de plus de 8 mètres. Cette fermeture, elle a eu lieu parce que depuis maintenant un certain nombre d'années, on a des niveaux d'échouage extrêmement élevés, des échouages de dauphins communs qui surviennent surtout en hiver. On a pris déjà 10 jours de mauvais temps début janvier. Ça fait qu'on a des petites unités qui vont avoir un énorme retard sur la trésorerie. Il faut que ce mois, cette fermeture, ça cesse. Donc maintenant, il y a les aides qui sont mises en place, mais les aides sont ce qu'elles sont, on va dire. Mais bon, comparé à ce qu'on pourrait faire en travaillant et ce qu'on pourrait pêcher... Agnès Pannier-Runacher, vous avez annoncé qu'il y aura 20 millions d'euros prévus pour indemniser les professionnels qui ne peuvent plus sortir leur bateau en golfe de Gascogne pour sauver les dauphins, on le rappelle. Les pêcheurs pourront être couverts entre 80 et 85% de leur chiffre d'affaires, mais eux, ils disent que ce n'est pas assez. Est-ce qu'il pourrait y avoir une rallonge ? Non, c'est 80 à 85% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que pour des bateaux qui ne sortent pas et donc qui n'ont pas à payer notamment le carburant, et vous savez que c'est une dépense conséquente qui doit représenter peut-être plus de 20 ou parfois 30% du coût des bateaux, c'est une indemnisation qui est importante. Pour vous donner un exemple, en Espagne, qui subit la même chose, c'est 40% seulement, 45% seulement donc, il y aura pas de du rallonge. chiffre d'affaires.
Ce que moi j'ai garanti, c'est qu'il y ait une enveloppe de 20 millions d'euros, non seulement pour les pêcheurs, mais également pour ce qu'on appelle l'aval de la filière, c'est-à-dire les industries qui transforment, les mareyeurs qui récupèrent les poissons, qui les transforment en filets. C'était très important et c'était un engagement du gouvernement. Mais il n'y aura pas plus de 20 millions. Il n'y a pas de rallonge prévue. Non, il n'y a pas de rallonge prévue, tout simplement parce que ce que je fais, c'est d'indemniser au coût perdu. Par contre, je veux le dire ici, moi je ne me satisfais pas de devoir indemniser des pêcheurs qui sont empêchés de travailler. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de faire en sorte que d'ici 2 ans, et nous y travaillons ensemble, main dans la main, on puisse réouvrir la pêche. Donc je rappelle que cette mesure d'interdiction, elle touche 300 bateaux, 1 mois de l'année, au moment où les dauphins sont les plus présents sur nos côtes, et que cette mesure l'année dernière a permis de diviser par 4 le nombre de décès de cétacés. Donc c'est efficace, mais ce sur quoi je veux travailler... Mais ce n'est pas la solution définitive. Exactement. C'est d'avoir des dispositifs dans les bateaux de pêche qui écartent les cétacés au moment où ils sont en action, de façon à ce qu'on n'ait plus à gérer ces problèmes et qu'on puisse concilier protection des cétacés et évidemment activité de pêche. On va parler maintenant de l'Office français de la biodiversité, qui est vraiment dans le collimateur, notamment de la droite. Les services de Matignon ont reçu les syndicats de l'OFB avant-hier pour leur dire qu'ils avaient la confiance et le soutien de l'État. Ils sont ressortis pas très convaincus et pas forcément rassurés, parce qu'ils ont toujours dans la tête les mots de François Bayrou à la tribune de l'Assemblée nationale, qui disait qu'il y avait des actions de l'OFB qui ressemblaient à des actes d'humiliation, voire des fautes envers les agriculteurs. Le mal est fait. Écoutez, moi j'ai été constamment en soutien des agents de l'OFB parce que je veux rappeler à ceux qui nous écoutent de quoi il s'agit. Il s'agit de la police, tout simplement. Ce sont des agents de police spécialisés et leur spécialité, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de pollution de l'eau que vous buvez, c'est quand même un sujet important, qu'il n'y a pas de décharges qui s'installent dans des endroits qui sont naturels, avec des risques, là aussi, de pollution, ou des risques pour les enfants qui se promènent en forêt. Ce qui choque parfois Agnès Pannier-Runacher, c'est qu'ils sont armés. Et comme tous les policiers. Au titre de l'apaisement, votre collègue ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, avait dit « ça serait bien qu'ils cachent leurs armes ». Est-ce que vous allez leur demander ? Mais nous l'avons déjà fait. De cacher l'arme. C'est-à-dire que nous... Est-ce qu'ils ont des directives pour cacher leurs armes ? J'ai signé avec ma collègue Annie Genevard à la fin de l'année dernière et de manière concertée avec l'Office français de la biodiversité, une circulaire qui précise comment on fait les contrôles et notamment qui prévoit, entre autres, ce qu'on appelle le port d'armes discret. Ce que font d'ailleurs là aussi beaucoup de policiers en intervention. Pas tous. Donc vous leur demandez d'être discrets dans certaines circonstances. Non, pas dans certaines circonstances. C'est-à-dire, ils sont armés, c'est une nécessité. Ils interviennent face à des personnes armées, notamment dans leur activité de police de la chasse. Et on ne va pas aller poser son arme de service dans la voiture ou on ne la laisse pas dans son bureau qui n'est pas complètement fermé. C'est une instruction de sécurité. Et ce sont des agents qui ont une mission de police. C'est-à-dire, au titre de cette mission de police, ils sont équipés comme tous les policiers. Alors je le disais tout à l'heure, l'Office français de la biodiversité, il est surtout dans le collimateur, notamment des députés de droite. L'OFB, aujourd'hui, vous pouvez le dire, ne disparaîtra pas. Je vous confirme que non seulement l'OFB ne disparaîtra pas, parce qu'ils ont des missions qui sont essentielles. Encore une fois, le jour où il y aura une pollution de l'eau, le jour où quelqu'un tombera malade parce qu'on aura utilisé des produits chimiques, épandu des produits chimiques à tel endroit qui sont interdits, des produits qui sont dangereux, des poisons. Alors on se retournera vers l'État en disant « mais qu'a fait l'État et où est cette police de l'eau et de l'environnement ?» Et moi je vais vous dire une chose, monsieur Letellier, je suis consternée de voir certains responsables politiques, Éric Ciotti à l'instant, Laurent Wauquiez, pas plus tard que dans une vidéo diffusée sur YouTube, qui propagent des contre-vérités et qui disent n'importe quoi sur cette mission qui est essentielle, qui est celle qui garantit la qualité de l'eau. Vous diriez qu'ils mettent en danger les agents de l'OFB ? Eh bien, vous savez, il y a des agents de l'OFB qui ont été l'objet non seulement de menaces. Est-ce que ces propos de politique mettent en danger les agents de l'OFB ? De menaces sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dû intervenir aussi pour que l'OFB porte plainte contre un acte de sabotage sur une voiture dont on avait dévissé les roues. Est-ce que vous allez porter plainte contre Laurent Wauquiez, du coup ? Non, je ne vais pas porter plainte contre Laurent Wauquiez. Est-ce que ce sont des propos... Ce que je dis, c'est que ce sont des propos irresponsables et qui mettent une cible dans le dos des Ce sont des propos irresponsables et je n'accepterai pas qu'on mette une cible dans le dos des agents de l'OFB. Maintenant, pour être très clair,
Parce que moi, je travaille avec les agriculteurs et j'ai été en charge du portefeuille de l'agriculture au sein du gouvernement. L'année dernière. J'appelle à plus de sérénité. Beaucoup de contrôles se passent très bien chez les agriculteurs. Et je veux rappeler une chose sur les contrôles administratifs. Une exploitation agricole est contrôlée en moyenne 1 fois par siècle. Donc remettons les choses au clair. Et la circulaire que nous avons signée avec Annie Genevard, elle dit des choses très simples. C'est que du côté de l'OFB, comme du côté des agriculteurs, on a intérêt à travailler de manière sereine. Et si les agents de l'OFB outrepassent ce que prévoit la loi, ils sont aussi redevables vis-à-vis des particuliers, des agriculteurs et des Français. Alors nous, on outrepasse notre temps, il faut qu'on parle du budget, parce que l'heure des comptes est arrivée, le budget 2025, chacun y va de son idée, au gouvernement en particulier, entre les 7 heures de travail en plus par an ou la taxation des retraites pour ceux qui touchent plus de 2 000 € par mois. Pour le gouvernement Bayrou, il n'y a pas eu de photo de famille, plutôt une transhumance entre une rive très à droite et une rive plus à gauche, qui sert au Premier ministre d'assurance vie. Conséquence, parfois, l'orchestre joue faux ou fait semblant. Au mot cacophonie, je préfère polyphonie. Ainsi, pour boucler un budget, Catherine Vautrin ressort une proposition du Sénat version Barnier. Pour les Français, ce serait donner 7 heures de travail pour la dépendance. Nous sucrer un jour alors qu'on donne déjà tout, c'est peut-être un petit peu abusé. Ça rajoutera un jour de travail, ça va nous rajouter des charges patronales derrière. Ce n'est pas la position officielle du gouvernement. On verra dans les discussions parlementaires ce qu'il en sera sur ces 7 heures. Une autre piste est aussitôt avancée par la ministre Panosian-Bouvet. Faire contribuer les retraités aisés, ceux qui gagnent plus de 2 000 €. Ça m'a beaucoup énervée. J'aide énormément mes enfants. Donc ce que je donne à mes enfants, je pourrais plus leur donner. On touche toujours les classes moyennes. Il y a des retraités quand même qui gagnent bien leur vie. Et plutôt que de faire des grands voyages, ils pourraient quand même contribuer un peu. Ce nouveau ballon d'essai qui touche le porte-monnaie des Français est aussitôt renvoyé à l'envoyeur. C'est une position d'une ministre et qui a rappelé elle-même que c'était sa position personnelle. Chacun a donc en tête des solutions, des possibilités, des hypothèses. À la fin, c'est le Premier ministre et le Parlement qui trancheront. Alors Matignon, le Sénat, l'Assemblée nationale, qui va décider de ce budget d'économie? Pas simple, surtout quand l'Élysée s'en mêle. Emmanuel Macron a donné le point de la contestation aux sportifs qui avaient distribué des cartons rouges à Bercy sur les coupes budgétaires. Le match n'est pas fini. L'arbitrage n'est pas encore arrivé, on est encore en train de dialoguer au sein du gouvernement. C'est comme une compétition sportive, c'est jamais perdu avant la fin de la compétition. Pendant ce temps, François Bayrou vient profiter à Pau d'une popularité toute acquise. Je serai là toutes les semaines. Sauf s'il y a des catastrophes, des problèmes, des urgences, parce qu'évidemment, on s'adapte. Il faut bien que je rentre à la maison. Si les couacs du gouvernement ne sont pas des urgences, du vote du budget dépend son avenir politique désormais. Le budget dont dépend l'avenir politique de François Bayrou, Agnès Pannier-Runacher, et puis votre ministère en particulier. Parce que dans ce qui sort du Sénat, là, cette semaine, c'est votre ministère qui fait le plus l'objet de coupes. 1,3 milliard € de coupes pour l'an prochain. C'est un coup dur pour vous? Non, c'est le résultat notamment de la censure. On ne le dit pas suffisamment. Moi, j'ai un ministère qui soutient des projets pour permettre d'installer ici alors, je n'ai pas le ministère de l'énergie désormais, mais tout ce qui est, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, les primes à la conversion pour permettre aux Françaises et aux Français d'avoir un véhicule qui consomme moins de carburant. Ce n'est pas que les économies qui sont faites par la censure. Mais pardon, je suis désolée, tous mes budgets dépendent du fait qu'on adopte un budget. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ceux qui ont ce qu'on appelle des dépenses discrétionnaires. Et donc, tant qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas un sou qui sort de la caisse. Et c'est très important parce que chaque mois qui passe, c'est 8% de budget en moins. Ça, c'est la réalité que ne veulent pas assumer un certain nombre d'acteurs qui ont voté la censure. D'accord. Mais les sénateurs, quand vous regardez les Républicains, attendez, je termine, les sénateurs, les Républicains, eux, ils ont coupé dans les budgets de l'ADEME, l'agence du bio. Non, ça, c'est faux. Ils n'ont pas coupé. Alors, pardon, on va revenir. L'agence du bio, vous êtes bien d'accord? Ils ont coupé dedans. Oui, c'est le budget de l'agriculture, mais c'est pas grave. Mais peut-être, mais ils ont coupé dedans. Je vais y revenir sur ça. Attendez, juste une chose. Parce que on voit bien que vous allez perdre 1,3 milliard. Est-ce que la transition écologique, aujourd'hui, reste l'ambition numéro 1 du gouvernement? Oui, c'est une ambition majeure, ça a été dit par le Premier ministre. Oui, mais est-ce que vous en aurez les moyens? Ne mélangeons pas tout, parce que là, on mélange un peu tout. Donc, vous avez l'impact de la censure.
Il est le même pour tous les ministères qui, comme moi, ont des crédits d'intervention, c'est-à-dire des crédits où ils soutiennent des projets des Françaises et des Français, ils soutiennent des projets d'entreprise, ils soutiennent des collectivités locales et on leur dit désolé, tant qu'il n'y a pas de budget, on n'a pas 1 euro qui sort de la caisse. Alors, et ça, c'est 8% par mois qui passe. Mais donc c'est votre milliard que vous cherchez. Mais... Premier point. Deuxième point, vous mentionnez des amendements qui ont été votés au Sénat. Voilà. Je rappelle qu'il y a une commission mixte paritaire et qu'autour de la table, il va y avoir des députés et des sénateurs qui vont devoir se mettre d'accord sur le budget. Arrêtons-nous là-dessus, justement, parce que c'est sur cette commission mixte paritaire, est-ce que vous le souhaitez... Tout n'est pas décidé et le gouvernement a des positions sur... Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez voir changer ? Alors moi, je suis assez claire. Par exemple, le fonds Barnier, je souhaite effectivement qu'il progresse. Il progresse de 30%. Et d'ailleurs, les sénateurs accordent plus de crédits. Ils ont voulu mettre plus de crédits. Qu'est-ce qui doit changer aussi encore ? Il y a des amendements qui font du plus et du moins. Donc à l'arrivée, ça fait 0. Vous mentionnez le budget de l'ADEME. D'un côté, on donne plus d'argent à l'ADEME. De l'autre côté, on lui enlève de l'argent. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez voir ? Moi, ce que je souhaite, très clairement, et c'est la position qui a d'ailleurs été... qui a eu quasiment le consensus après que je l'ai défendu ces derniers mois, c'est que l'ADEME puisse disposer de l'ensemble de ses budgets d'intervention, notamment 800 millions d'euros pour le fonds chaleur, pour le dire très simplement. C'est un fonds qui finance dans les collectivités locales des réseaux de chaleur qui coûtent moins cher aux Français quand ils veulent se chauffer. Je voudrais vous rapporter les propos de la présidente de l'Assemblée nationale, qui est de votre camp, Yaël Braun-Pivet, dans Aujourd'hui en France, le Parisien aujourd'hui, qui dit que quand même elle est gênée par les coupes qui concernent les aides aux ménages pour les économies d'énergie. Le bio, la biodiversité, tout ça c'est de la transition écologique. Ça veut dire qu'elle met des barrières. Est-ce que vous mettez les mêmes barrières pour dire si on touche à ça, la commission mixte paritaire ne doit pas être conclusive ? Moi, ce que je dis, c'est que ma prime rénov', nous payons le prix de la censure. Oui, ma prime rénov', ce sont les aides... Non, mais Francis la commission paritaire. C'est très... La commission paritaire ne va pas pouvoir revenir sur le fait qu'on n'a pas eu de budget au mois de janvier. Elle ne peut pas revenir en arrière. Et le mois s'est écoulé, et les Français n'ont pas eu les financements. Alors, en d'autres termes... Ça, c'est la réalité. Si la ensuite, par rapport à ce que dit Yaël, et je la remercie de son soutien, et de mettre ce sujet-là au cœur de la discussion. Parce que, comme vous le savez, je discute avec tous les partis politiques qui soutiennent aujourd'hui la majorité présidentielle, d'autres qui sont prêts à faire passer le budget à condition d'obtenir un certain nombre de garanties. Je pense au Parti socialiste qui travaille en responsabilité. D'autres qui disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas prêts à voter le budget, mais qui sont prêts à regarder des évolutions positives. Je pense aux écologistes. Et j'aurai d'ailleurs demain... Qui pourraient être vos alliés, les écologistes. Et j'aurai demain une réunion avec eux. Vous recevrez les écologistes demain ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Pour évoquer... Pour parler effectivement des améliorations que l'on peut apporter sur le budget. Et je veux dire ici plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on peut apporter des améliorations. Vous mentionnez l'agence bio, c'est 5 millions d'euros. C'est un très mauvais signal pour les agriculteurs qui se sont engagés dans le bio. Et d'ailleurs, ce sont les premiers... Donc vous souhaitez que ces 5 millions soient maintenus ? À dénoncer ce sujet-là. Et je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, on reviendrait en arrière sur le bio, alors donc que les Français apprécient ça et que les agriculteurs en ont besoin. Très bien. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que dans le budget qu'on finance la transition écologique. Et avec Éric Lombard, mon collègue ministre de l'économie, nous avons demandé à la Caisse des dépôts et consignations de mobiliser ces financements et plus de financements pour nous permettre de financer la transition écologique. Et là, on parle en centaines de millions d'euros. C'est ce que vous demandez, c'est ce que vous espérez dans le cadre des discussions qui vont venir cette semaine. Tout à fait. Bien. Et puis, pardon, rapidement. Mais la troisième chose, c'est aussi de mobiliser l'argent partout où il est. Et vous savez, lorsqu'on améliore la contribution des collectivités locales, eh bien en fait, on donne des crédits à l'écologie parce que les premiers acteurs de la transition écologique, et je le mesure chaque jour sur mon territoire du Pas-de-Calais, lorsque vous rénovez des bâtiments publics, lorsque vous installez des zones de biodiversité, ce sont les collectivités locales qui sont à la manœuvre. Merci. Et c'est elles qui sont les grandes gagnantes. On va retrouver maintenant Sophie Dravinel, journaliste politique, pour sa carte blanche. Rebonjour Sophie. Bonjour. Oui, alors justement, on parlait de stabilité. Comme ministre, vous avez vu passer les 6 chefs du gouvernement, d'Édouard Philippe à François Bayrou. Vous êtes une exception de stabilité. Écoutez, oui, moi je suis une ministre issue de la société civile. J'avais jamais fait de politique avant de rentrer dans ce gouvernement.
Et j'ai essayé d'apporter avec sincérité et avec les compétences que j'avais pu acquérir à la fois dans le public et dans le privé, des manières peut-être différentes de faire de la politique. Pourtant, cette inconstance politique qui interroge sur la continuité de l'action politique de l'État, ça interroge les Français, vous le comprenez ? Mais je l'entends partout sur le territoire. Les Françaises et les Français attendent de la stabilité. Bien sûr, ils veulent un budget. Et puis, ils veulent aussi que ce qui nous réunit prenne le pas de ce qui nous sépare et de ce qui nous divise en France. Parce qu'aujourd'hui, on le voit à l'international, il est urgent de se retrousser les manches et d'agir pour soutenir notre industrie, pour accélérer sur la transition écologique, parce que ce sont des enjeux de protection des Françaises et des Français. On en a parlé. Oui. Il faut défendre les Françaises et les Français contre les sécheresses, les pollutions. Et à propos d'engagement politique, cette semaine, vous avez intégré l'équipe dirigeante de Renaissance. Donc, c'est mis en place par Gabriel Attal. Pour vous, c'est lui le plus capé pour 2027 ? Aujourd'hui, moi, j'intègre l'équipe dirigeante du parti qui a créé ce mouvement en 2016 et 2017 de dépassement politique de la gauche et de la droite, qui a essayé de trouver des solutions nouvelles, originales, courageuses. Oui. Bien sûr que j'y crois. Moi, je n'ai pas oublié que nous avions créé 2,5 millions d'emplois sur ce territoire. J'ai pas oublié que sur mon territoire, Sophie Ravenel, j'ai pas oublié que sur mon territoire, le taux de chômage a baissé de 5 points. Gabriel Attal, vous ne m'avez pas dit si vous le pensiez le plus capé pour 2027. Aujourd'hui, c'est le patron de mon parti. Je n'ai pas, enfin, je veux dire, on n'est pas en 2027. Les Françaises et les Français, ils attendent qu'on agisse ici, au passage. Et on a la chance d'avoir des personnalités comme Gabriel Attal, comme Elisabeth Borne, qui portent ce parti. Pourquoi vous avez quitté Territoire de Progrès, qui était l'aile gauche de la Macronie, Parce qu'en fait, l'aile gauche de la Macronie, elle va bien au-delà de Territoire de Progrès. Et c'est ce que je veux porter au niveau de Renaissance. C'est-à-dire, vous voyez, François Rebsamen, qui est une figure de gauche, est dans un autre parti. Et il est important de montrer que vous vouliez pas être enfermé dans Territoire de Progrès. Il faut aller au-delà, il faut rassembler toutes les forces social-démocrates et notamment la gauche de gouvernement que j'incarne. Justement, la gauche de gouvernement, à propos de cela, à propos de l'aide médicale d'État, vous aviez jugé que d'y retoucher, ce n'était pas acceptable. Or, Bruno Retailleau, qui n'incarne pas vraiment cette gauche du gouvernement, lui, veut y retoucher. Est-ce que vous êtes prête à faire entendre à nouveau votre différence là-dessus ? Moi, j'ai dit très clairement que supprimer l'aide médicale d'État était irresponsable. Pour des raisons très simples. Et y toucher ? Alors, on y va. Supprimer était responsable parce que l'aide médicale d'État, c'est ce qui évite d'avoir des foyers de tuberculose qui se développent. C'est ce qui permet, et moi j'ai travaillé dans un hôpital public, le plus gros hôpital public de France, qui est l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Lorsque vous avez des personnes qui arrivent à l'hôpital et que vous devez soigner, c'est le serment d'Hippocrate, et qui sont dans des états absolument dramatiques parce qu'ils n'ont pas tout simplement été vus par un médecin au tout début de leur maladie, c'est insupportable. Et lorsque ces maladies sont contagieuses, lorsque ces maladies peuvent poser des problèmes de santé publique, c'est insupportable. Nous avons, temps d'Elisabeth Borne, Première ministre, commandé un rapport qui proposait, alors sans passer par la loi, d'améliorer le système d'aide médicale d'État, notamment des croisements de fichiers, lutter contre la fraude. Ça, je le soutiens. On revient sur Bruno Retailleau qui estime qu'il y a des cercles de feu, il l'a dit cette semaine, qui menacent la France. Des cercles de feu. Donc immigration, islamisme, délinquance, narcotrafic. Est-ce que si vous partagez ce constat, est-ce que vous êtes d'accord sur sa rhétorique ? Alors, moi, je pense qu'il y a des menaces croissantes face à la France. Le terrorisme, évidemment. Mais les cercles de feu, comme si la France était encerclée, c'est bizarre, non ? Est-ce que ce n'est pas une rhétorique qui appartient finalement à celle du Rassemblement national ? Est-ce que ce serait la meilleure ? Je n'ai jamais entendu dans la bouche du Rassemblement national à ce stade-là, donc chacun a la poésie qui lui appartient. Est-ce que cette rhétorique vous gêne ? Mais moi, ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, par exemple sur l'immigration, reconnaître que l'immigration illégale et les passeurs doivent faire l'objet de mesures intraitables, mais qu'en revanche, un pays qui en plus est vieillissant et qui pense pouvoir faire fonctionner son secteur de la restauration, son secteur d'accueil de soins pour les personnes âgées ou d'accueil des enfants sans les immigrés, est un pays qui se ment à lui-même. Merci Sophie. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Réalisation Tristan Nolin, rédaction en chef Claire Sébastien.